Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir Centrale Radio-Télévision pour les comptes de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est cette émission qui reçoit les différentes personnalités politiques, économiques et autres de la République démocratique du Congo sur des questions qui concernent l'actualité sociopolitique à travers le pays, la province, mais également la montagneuse ville de Likasi. Ce soir, nous faisons cap à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où nous venons à la rencontre de l'honorable député provincial élu de la montagneuse ville de Likasi, honorable Ejechala Sorel, qui est notre invitée. C'est avec elle que nous allons devoir analyser plusieurs questions qui dominent l'actualité sociopolitique. Dans la ville de Likasi, la situation liée à l'entreprise minière Kaipeng Mining, qui est une entreprise qui évolue dans la montagneuse ville de Likasi, où il y a eu une motion d'information initiée par l'honorable député provincial élu de Likasi, Ejechala Sorel, qui a initié une motion d'information par rapport aux conditions de travail des agents de Kaipeng Mining. À cela s'ajoute la situation liée à l'arrêt central de Likasi, où il y a un silence opaque de la part des députés provinciaux élus de la montagneuse ville de Likasi, la situation liée à la gestion de la redevance minière et de la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières de Likasi. Au niveau national, on tâchera de jeter un regard sur la récente sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi. Toutes ces questions seront abordées au cours de ce énième numéro avec l'honorable Ejechala Sorel, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, M. le Président Montou, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Centrale Radio et Télévision. Bonsoir également à tous les Likassiens et Likassiennes. Vous allez bien, Très bien, merci. Ok, aujourd'hui, face à cette caméra, vous allez devoir éclairer la lanterne de vos émetteurs de la montagne de Likasi, parce que vous avez été à l'origine d'une motion d'information au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sur la situation des travailleurs de l'entreprise minière Kaipeng Mining. La question est celle de savoir qu'est-ce qui a motivé cette motion d'information. Vous devez savoir, honorable M. Trésor Montou, qui est un honorable député à trois missions. Okay. La première qui est celle de représenter son électorat ou sa circonscription électorale. La deuxième qui est celle de contrôler. Et la troisième est celle de légiférer. Et donc je me sens très à l'aise parce que justement je suis en train d'accomplir ma mission. Je suis en train de faire mon travail, je suis en train de représenter la population de Likasi. Je représente les intérêts de mes électeurs, les intérêts de la population de Likasi. Qu'est-ce qui nous a motivés? Nous sommes en train de faire notre travail parce que lorsqu'on est député, on a les yeux et les oreilles partout. On doit savoir, même si nous sommes ici à Lubumbashi, on doit savoir ce qui se passe en temps réel dans notre circonscription à Likasi. Et donc nous avons été saisis par les travailleurs de Kaipeng Mining et ils nous ont fait un peu part de ce qu'ils traversent comme difficulté dans leur entreprise. Ils nous ont fait part de certaines réalités au sein de leur entreprise. Et nous sommes la voix des sans-voix. Eux, ils n'ont peut-être pas la possibilité de venir directement voir le président de l'Assemblée. Ils n'ont peut-être pas la possibilité de venir voir le membre du bureau. Mais c'est nous qui les représentons, qui pouvons prendre leurs problèmes et les transmettre au sein de l'Assemblée. Et je crois que c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait et une mission ou une commission a été chargée de faire une descente dans la montagneuse ville de Likasi. Vous avez pris part aussi à cette descente au sein de l'entreprise Kaipeng Mining. Est-ce que la réalité a corroboré avec la motion, ou la réalité sur terrain bien sûr a corroboré avec la motion d'information que vous avez essayé de transmettre à l'Assemblée provinciale? J'ai été missionnaire, mais je n'ai pas été sur terrain avec la commission qui a été chapeautée par la présidente honorable Benata. Oui. Et parmi les revendications, revenons d'abord avant de voir si ce qui a été trouvé sur terrain parmi les revendications des travailleurs, les travailleurs vous disent par exemple, parce qu'on a eu vraiment à échanger avec eux, les travailleurs vous disent
entreprise, par exemple, au Nora, vous êtes obligé de vous réveiller, par exemple, à 4 heures, 5 heures, pour prendre le bus à 6 heures. Et vous voyez, vous laissez peut-être les enfants en train de dormir et vous êtes obligé de rentrer vers 21 heures. Vous allez trouver les enfants en train de dormir et vous travaillez comme vous n'avez pas idée, vous n'avez même pas le temps de rester un peu en famille et tout ça. C'était parmi les revendications de travailleurs. Une autre revendication, c'est qu'ils travaillent même des heures supplémentaires, mais pour certains qui ne sont pas payés, ou soit la prime qui est vraiment minime. Oui. Et pour d'autres, ben, voilà, c'est les salaires qui n'arrivent pas à nouer le début du mois. Et il y a certains également qui se sont plaints du fait qu'il y avait un cachot au sein de l'entreprise, par exemple. Donc, quand les travailleurs effectifs, bon, et tout ça, ça c'était parmi les plaintes de beaucoup de travailleurs. Et pour d'autres, ben voilà, lors de la pause là-bas, ce n'est qu'un pain sec, et les béronacouria et tout ça, alors que les autres, les Chinois, ils mangent dans de bonnes conditions et tout ça. Donc c'était en tout cas les quelques revendications quand même des travailleurs. Et puis il y avait aussi Mambouyaman Fangaji, donc un travailleur meurt, accident de travail et tout ça. Et il y a d'autres dossiers, il est suivi à étudier tout bien. Alors c'est comme ça que, ben voilà, nous on n'invente pas de choses en tant que député, on n'invente pas de choses. Donc quand nous venons, un député vient avec une motion d'information, donc il vient transmettre ce qu'il a appris de la population. Population n'a pas nini, population n'a réclamé nini, c'est ça le travail que nous venons faire. Donc je viens au niveau de l'Assemblée, dans la séance plénière, voilà, on aura président dans ma circonscription, on m'a rapporté qu'il y a ça, 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 ça. Et lorsque moi on me rapporte d'abord, moi mon travail ce n'est pas de descendre directement au sein de l'entreprise pour aller dire, ben voilà, les travailleurs ont dit ça, je vais vérifier. Non. Là, ce n'est pas d'abord mon travail. Mon travail, c'est de prendre d'abord le problème, les transmettre au niveau de l'Assemblée provinciale. Et c'est au cours d'une séance plénière que c'est la plénière qui est souveraine. Ah oui. Ce n'est même pas le président lui-même qui va décider, ou soit du membre du bureau, non, c'est la plénière qui va décider, c'est la plénière qui va voter de la suite. Ah oui. Et c'est au cours de cette séance plénière que tous les députés ont voté pour qu'il y ait une commission d'enquête qui devrait être mise en place. Et la commission d'enquête a pour mission de descendre sur terrain, de voir, d'échanger avec les travailleurs, l'entrepreneur, et les travailleurs et l'employeur, et de voir ce qui se passe réellement sur terrain. Est-ce que ce que les travailleurs ont rapporté à l'honorable PG, est-ce que c'est vrai? Et je crois que c'est ça le travail qui a été effectué par la commission qui était sur terrain. Et déjà dans les recommandations de cette commission, on pouvait voir, bien que le rapport ne soit pas encore présenté, je crois que les travaux se poursuivent encore. Donc d'ici là, certainement, il y a peut-être une descente qui sera également effectuée et le rapport sera présenté au sein de l'Assemblée provinciale à travers une séance plénière encore. Donc parmi les quelques recommandations, je vais peut-être anticiper. On demande par exemple à l'employeur de voir comment améliorer quand même Tchakula et les travailleurs, parce que à pain sec, ben voilà, nous on est quand même congolais, hein. On est quand même congolais. Ça, mais est-ce que les constats sur terrain... Et c'est ça, j'arrive, monsieur Trésor Montou. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que les travailleurs se sont plaints, par exemple, si maintenant tout n'a pas Kamokate et Kaouka. Vous voyez, et la réalité sur terrain est exacte. Justement, boulangerie, au sein de l'entreprise, beaucoup de boulangerie. Vous avez visité la boulangerie. Et on vous a présenté, pour ceux qui étaient là, on vous a présenté les pains que les travailleurs mangent. Donc, les travailleurs n'ont pas menti à ces sujets. Donc, on a pris un mokate. Alors, parmi les recommandations, c'est que la commission a demandé, par exemple, à l'entreprise de voir comment améliorer Katabuka. Mais l'entreprise s'était également défendue en disant, mais non, comment il ne faut pas Bukari, mais ce sont les travailleurs qui ne voulaient pas. Bokari, oui, les Bokari Boadjé.
Bukari Namini. C'est ça aussi le problème. Les travailleurs avaient demandé à ce qu'ils se plaignaient par rapport à la farine. La qualité n'était pas bonne. Bunga Boussa Bouchi, Boussa Boutoungu et tout ça. Parmi les recommandations, la commission a demandé aussi qu'on puisse même changer de fournisseur pour que les travailleurs puissent quand même avoir une farine de qualité. La commission a également demandé à ce que revoir quand même un salaire. Bien que l'entreprise maintenant tout a respecté SMIG Yangapi. Est-ce que même en respectant les SMIG, où le monteur on a tourné de 16h et de 6h, type on dit quoi que 21h et tout ça, et qu'on a bateau tout le temps, quand est-ce que il va quand même à réaliser aussi certains besoins et tout. Alors c'est comme ça que la commission a demandé non, SMIG, oui, mais Mwangari quand même, comment est-ce que vous voulez améliorer? Pour améliorer mambo ya prime, mon chose pour tout le monde, ville pour un petit prime quand même il y a 5 000 francs et tout ça, voyez-vous un peu. Pour revenir encore à votre question, c'est la réalité sur terrain, est-ce que Joby les travailleurs, pas travailleurs, non. Pourquoi mambo par exemple il y a cachot? C'était ça le point d'achoppement, parce que la population avait besoin de voir ces cachots où les travailleurs qui quand ils payent. Justement, mais monsieur Trésor, en tout cas, je ne pense pas que dans les entreprises... Subitement, les cachots ont disparu. Non, je ne pense pas que dans les entreprises, quand vous y entrez, on va vous écrire quelque chose quelque part où il y a un cachot ici, comme on peut écrire Kukuiko, et puis on va dire cachot et quoi, non. Mais le constat qui a été fait sur terrain, c'est quoi? C'est qu'on a trouvé la présence des militaires. C'est qui est prohibé par la loi. Pour les travailleurs, ce sont pleinement beaucoup de cachots. Et les cachots, ils ont même décrit. Et les cachots, les conteneurs. Quand on va mon conteneur, ça ne vient pas de moi, monsieur le Trésor Mondo. Ça ne vient pas de moi, toutes ces informations. Ça vient de travailleurs. Alors, l'équipe, quand l'équipe était sur terrain, à Baoni, peut-être il est cachot, Baoni, mais on a quand même la présence des militaires, ce qui est déjà un problème. Et parmi les recommandations, on a demandé à l'entrepreneur à toucher dans les militaires parce que Fashia, travailleur à Kamanakosa, de travail, il sait même qu'on pique un fimbo. Il y a des sanctions qui sont prévues et tout ça sous la supervision de l'inspecteur de travail. Donc il y a toujours une manière de recadrer. Donc voilà un peu d'une manière d'être avancée, c'est qu'on peut dire, par rapport à cette situation, il y a l'entreprise KDP. On a quand même salué aussi la bonne volonté de l'employeur. On a salué la bonne volonté parce que l'employeur, on a suivi le dossier étape par étape. On a quand même salué la bonne volonté de l'employeur parce que l'employeur est quand même prêt à améliorer. L'employeur est prêt à pouvoir améliorer, mais honorable, ça fait plus de 10 années que l'entreprise Kaipen Mining existe dans la ville de Likasi, où la situation est restée presque la même. C'est l'entreprise qui a battu les records de par les violations des droits des travailleurs, les cas des meurtres au niveau de cette entreprise, parce qu'on cesse d'enregistrer des morts au sein de l'entreprise liées aux mauvaises conditions de travail. Alors dites-nous, quelles sont les garanties que vous avez que tout ce qui vous a été dit par l'employeur sera matérialisé? Déjà, je voudrais dire que le travail, c'est pas quand on présente une motion et puis c'est fini, l'équipe est descendue, faire son rapport et puis c'est fini, ça se limite au Parlement. Nous sommes élus de Likasi et donc nous avons ce devoir-là de faire le suivi. Puisque nous sommes en contact direct avec les travailleurs. Les travailleurs nous diront si réellement l'entreprise, c'est vrai, a la bonne volonté, l'entreprise a manifesté sa bonne volonté d'améliorer, mais on ne va pas se limiter au dire de l'employeur, puisqu'on est en contact permanent avec les travailleurs. Donc on devra voir, vous avez dit près de 10 ans, l'entreprise existe et les conditions sont toujours les mêmes, mais l'entreprise a manifesté sa bonne foi. Vous avez vu avec la pression de la délégation qui était là, aujourd'hui l'entreprise a quand même une convention collective, ce qui est une bonne chose. Nous encourageons, nous félicitons et nous, notre souhait, c'est que nous voulons que les choses puissent s'améliorer. Et comme nous avons également le devoir de contrôler, je
crois que nous serons toujours là pour contrôler aussi, afin de voir si réellement ce que l'entreprise avait promis l'a réalisé. Je crois que c'est également parmi nos missions. Donc nous n'allons pas croiser les bras, nous allons suivre le dossier étape par étape pour voir comment est-ce que l'entreprise va améliorer certaines conditions de travail. Vous avez rencontré les travailleurs des Kaipeng Mining, dans la majeure partie ils ont nié les faits, ils disent avoir un salaire acceptable et ça leur permet d'émouiller les débuts du mois. Auprès de qui vous comptez faire des suivis? Des employeurs ou bien des travailleurs, parce que les travailleurs semblent jouer la partie. Non, mais ce sont des travailleurs que vous avez peut-être vus devant la caméra. Ils ont été rencontrés par... C'est ça. Mais monsieur le Trésor, disons-nous quand même la vérité. Disons-nous quand même la vérité. Même un enfant, lorsqu'il se retrouve devant son papa et qu'il avait peut-être accusé son papa et tout, et il doit témoigner en présence de son papa, l'enfant ne vous dira certainement pas la vérité. Donc, moi, j'ai eu certaines confidences de la part de certains travailleurs. Donc, il y a certains, par peur peut-être de perdre leur travail et tout ça, il y a certaines choses qu'ils ne vous diront jamais, croyez-vous. Donc, il y a certaines réalités que nous connaissons et il y a certains mécanismes que nous savons comment, on sait comment s'y prendre pour quand même avoir certaines informations. Vous êtes journaliste. En tant que journaliste, vous avez des sources d'informations, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dévoiler votre source d'information? Non, dans l'éthique et déontologie d'un journaliste, vous ne pouvez jamais dévoiler votre source d'information. Mais comment voulez-vous que cette source d'information-là vous soit dévoilée, vous, à la caméra? Posez-vous, vous allez poser, moi je vous pose 1001 questions. Donc ça veut dire, nous avons toujours des gens qui préfèrent peut-être rester dans le minimum, mais qui vous fournissent des informations fiables. Des gens qui peuvent même contredire certaines personnes qui peuvent passer pour dire « Ah, non, là, honorable, ce n'est pas comme ça, c'est ça ». Donc, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes suffisamment informés, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir vraiment des informations à partir de la source. Donc, de ce côté-là, je crois que Shoaïka, ne vous inquiétez pas. Est-ce que les travailleurs sont satisfaits de la mission que vous avez menée? Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes satisfait de par la mission que vous avez ou que vos collègues ont menée sur la publication? Parce qu'il y a certains travailleurs qui parlent de la corruption, parce que la déclaration faite devant caméra de vos collègues députés provinciaux qui ont effectué la descente sur la publication, de saluer les initiatives où la bonne volonté de l'employeur serait motivée par les employeurs. Déjà, le fait que les ressources sont descendues sur le terrain pour faire le travail qu'elle a effectué, il faudra déjà quand même encourager et féliciter ce qui a été fait sur le terrain. Je ne pense pas que le travailleur devrait se mettre dans cette logique-là, parce que souvent, vous savez, on accuse les honorables. Mais les travailleurs qui ont nié les faits, vous allez dire, si eux, le travailleur, accusent les honorables députés, mais eux-mêmes qui ont nié, certains d'entre eux qui ont nié les faits en présence des honorables députés, dans ce cas, on a corrompu qui? C'est les travailleurs qui ont été corrompus ou sont les honorables? Donc je ne pense pas qu'on devrait aller dans le sens. Donc ce que nous devons faire, moi ma satisfaction serait de voir l'entreprise améliorer effectivement les conditions de travail. À ce jour, je ne peux pas dire que je suis satisfaite totalement. Satisfaite peut-être à moitié, partiellement. Pourquoi? Parce que l'employeur a reconnu, l'employeur a promis d'améliorer les conditions de travail. Satisfaite peut-être partiellement, mais ma satisfaction sera grande lorsque je verrai que réellement, ce que l'entreprise a promis, elle a réalisé. Donc c'est ce que nous attendons et je pense que les travailleurs devraient aussi être un peu patients parce que jusque-là, les recommandations ont été formulées peut-être d'une manière verbale. Mais le rapport par écrit doit être présenté en plénière. Et c'est lorsque le rapport sera présenté en plénière et que tous les députés vont adopter que cela sera suivi des actes
Et là, maintenant, on va instruire au ministre des Mines, faire certaines recommandations, que ce soit au niveau de, que ce soit à l'entreprise, que ce soit au ministre des Mines, pour maintenant contrôler aussi régulièrement et mettre certains mécanismes de contrôle. Bien, après les dossiers Kaipeng Mining, permettez honorable que nous puissions aborder la question liée à l'arrêt central de l'ICASI. La population de l'ICASI était habituée à avoir un arrêt central situé en plein cœur du centre-ville de l'ICASI, mais aujourd'hui cette population est abandonnée à son triste sort parce que l'arrêt a été démoli. On a commencé la construction d'un nouvel arrêt, mais qui n'a pas connu son achèvement jusqu'ici. Il y a un silence du côté des députés provinciaux que vous êtes. La population pense que vous êtes complice de la situation. Comment vous expliquez cette situation? Monsieur le Président Montour, s'il y avait réellement un silence au niveau des députés, je ne pense pas qu'on devrait parler de cette histoire. Donc je pense qu'il devrait y avoir un silence total, même au niveau de l'Assemblée provinciale. Si aujourd'hui on a invité Monsieur le maire à l'Assemblée provinciale pour qu'il vienne répondre à certaines questions des députés, c'est parce que les députés ne se sont pas tus. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait corriger. Mais il se trouve que c'est parce qu'il y a un député qui était frustré pour n'avoir pas été reçu, et raison pour laquelle il a initié une motion d'information. Là, je pense que nous sommes dans des détails un peu inutiles. Donc je pense que ce qui est beaucoup plus important ici, vous avez dit qu'il y avait un silence. Oui. Moi, je ne vois pas de silence. Non, je ne vois pas de silence. Complice. Parce que s'il y avait réellement silence, on ne devrait pas... D'ailleurs, ce qui vous a amené ici à Lubumbashi, c'est spécifiquement cette histoire de l'arrêt central. S'il n'y avait pas cette histoire, donc vous ne serez pas ici. Donc vous devez quand même nous remercier aussi, nous jeter des fleurs, nos députés, parce qu'on a soulevé cette histoire et monsieur le maire a été invité et c'est pour cela que vous vous êtes retrouvés ici. Donc on vous a quand même donné de la matière. Parce que tout ce temps, vous pouviez parler de l'arrêt central, mais sur place là-bas à l'ICASI. Après la prestation. Mais aujourd'hui, non, je ne suis pas là, monsieur le président. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez ici à Lubumbashi pour parler de l'arrêt central parce que les députés ont soulevé cette question. Mais l'histoire de l'arrêt central n'a pas commencé aujourd'hui. Donc déjà, quand vous me parlez de la frustration, ça ce sont des choses... Mais l'histoire de l'arrêt central n'a pas commencé aujourd'hui ici à l'Assemblée. Vous vous souviendrez que déjà depuis l'année passée, en 2024, il y a une commission qui avait été mise sur pied pour enquêter sur cette histoire de l'arrêt central, pour enquêter sur certains travaux qui étaient réalisés à l'ICASI, notamment l'histoire de l'arrêt central. Et la commission était sur le terrain, la commission avait rencontré M. le maire de la ville et les autres partis et tout, et la commission avait présenté son rapport. Au mois de janvier 2025 ici, puisqu'il n'y avait rien qui se faisait. Nous, élus de l'ICASI, on a été en réunion avec l'excellence, monsieur le gouverneur, avec le maire de la ville de l'ICASI, le maire adjoint de la ville de l'ICASI, l'entreprise qui avait donné ce montant, l'entrepreneur, donc toutes les parties prenantes, parce qu'on voulait un peu mettre de la lumière sur ces dossiers. Et la situation a été très bien expliquée par toutes les parties prenantes. L'entreprise CNMC fait un don justement de 300 000 pour les travaux de l'arrêt central. Mais l'entrepreneur qui a son défi de 1 200 000 quelque chose. Et c'est l'entreprise, selon ce que nous tous nous avons appris sur place, selon les dires des uns et des autres, c'est que c'est l'entreprise, sur le gouvernement a posé toutes les questions possibles pour quand même faire de la lumière là-dessus. Donc c'est l'entreprise qui va faire le don et qui va amener, on pose la question à l'Assemblée, qui a amené l'entrepreneur? L'entreprise dit, c'est moi qui ai amené l'entrepreneur. Ok, vous avez amené l'entrepreneur, vous avez donné combien? On a donné 300 000. Le 300 000 ont été versés à qui? Les 300 000 ont été versés directement dans le compte de l'entrepreneur. Et on pose la question à l'entrepreneur, ben voilà, on vous a donné ce montant.
Est-ce qu'on ne va pas d'abord entrer dans les détails du genre, est-ce que les travaux effectués sur place reflètent la réalité de 300 000 puisque c'est vous, entreprise, qui avez amené votre entrepreneur. L'entrepreneur, est-ce que vous avez effectué les travaux? Oui, effectivement, on a commencé les travaux, mais il s'avère que nous sommes bloqués parce qu'on n'a plus de financement. Les devis que vous avez élaborés, c'était de combien? L'entrepreneur dit qu'il avait élaboré un devis de 1,2 million. Donc pour l'entrepreneur, les 300 000, c'était juste pour les débuts des travaux. Donc l'entrepreneur s'attendait à avoir une deuxième tranche encore de 300 000, ainsi de suite, pour poursuivre avec les travaux. Mais quand on pose la question à l'entreprise vous explique qu'elle s'est retrouvée dans des difficultés, de production. Et voilà pourquoi elle se retrouve, en tout cas, dans une position très difficile pour poursuivre avec les financements de ces projets. C'est comme ça qu'au cours de cette réunion, l'Excellence, Monsieur le Gouverneur dira, ben voilà, comme c'est vous qui aviez pris l'engagement avec votre entrepreneur pour faire ce travail, nous vous demandons de continuer. Il y a l'Excellence, Monsieur le Ministre des Mines qui était là. Le gouverneur va donner une instruction très ferme à l'Excellence, Monsieur le Ministre des Mines, pour lui dire, ben voilà, vous faites le suivi. L'entreprise doit donner cet argent. Vous devez comprendre, l'entreprise a donné cet argent. Et puis après le mois de janvier, se sont passés, on a vu que rien n'était fait et tout. C'est comme ça qu'on a interpellé les ministres des Mines. Ce sont les élus de l'ICASI. Ce sont les élus de l'ICASI. Donc là, il n'y avait pas encore de problème d'acharnement sur l'autorité. Ce sont les élus de l'ICASI, on a David, au travers d'une motion, et puis on va inviter les ministres des Mines. Les ministres des Mines nous fait savoir que, ben voilà, justement, j'ai été sur terrain, mais je me suis rendu compte que je me suis retrouvée en difficulté pour contraindre l'entreprise à verser la suite et tout. Pourquoi? Parce que l'entreprise nous a présenté un contrat de 300 000. Donc pour l'entreprise, il s'est limité à ces 300 000. C'est comme ça que je n'ai pas eu de possibilité de contraindre l'entreprise et l'entreprise a fait savoir qu'elle était dans des difficultés de production et tout ça. Alors, de ces faits, je crois qu'on a... Donc, il y avait d'abord un contrat de 300 000 et puis un autre contrat d'1 million. Non, il n'y a pas eu de contrat, il y a eu un seul contrat. Les seuls contrats que nous avons, parce que nous sommes en possession de ces documents, je crois que M. le maire a donné ses réponses, parce qu'il y avait des questions qui avaient été adressées après le passage du ministre des Mines. Il fallait que M. le maire vienne donner quand même certaines précisions par rapport à ça. Donc, dans les éléments de réponse que M. le maire a donné, il y a notamment ce contrat-là. Le contrat, il est de 300 000. Le contrat, il a été signé entre l'entreprise et l'entrepreneur. Et la mairie de l'ICASI intervient en tant que témoin. Alors, hormis ces documents, il y a également les devis de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur se base sur son devis de 1 200 000 quelque chose. Donc, pour l'entrepreneur, hormis ces 300 000, l'entreprise avait déjà les devis et donc l'entreprise devait poursuivre avec les financements. Donc, voilà un peu dans quoi nous nous retrouvons. Donc, à ce stade, les élus de l'ICASI ne gardent pas silence. Les élus de l'ICASI travaillent. Monsieur le maire a été invité, il a donné ses réponses. Mais le travail, j'ai vu par exemple, certaines personnes m'appeler et tout ça, mais comment est-ce que Binachima ne pourra pas le Binachima? Non, le travail. Un projet qui devait s'exécuter en espace de 6 mois, aujourd'hui plus d'une année, et il n'y a personne qui fait les pots passer. Malheureusement, dans le travail, comme je le disais, le travail continue. Parce qu'à ce stade, le maire a donné ses éléments de réponse. Il y a des enquêtes qui seront également menées sur terrain parce que la population se pose justement des questions. Est-ce que le montant de 300 000 reflète la réalité sur terrain? Ça, ce sont des questions pertinentes. Mais lorsque vous descendez en tant qu'honorable, vous voyez aussi que les travaux exécutés valent 300 000 $. Monsieur Trésor Mondou, moi je ne voudrais pas aller trop vite en désordre parce qu'il y a une équipe d'enquêteurs, comme je vous ai dit. Donc on ne travaille pas en électron libre. Il
il y a une commission, une équipe d'enquêteurs qui va descendre sur le terrain avec les techniciens, avec les spécialistes pour évaluer les coûts de travaux qui ont été effectués là pour l'instant. Mais qui peuvent s'estimer déjà à l'œil nu à 300 000 dollars. Ne me poussez pas, je ne suis pas sur votre chemin, ne me poussez pas là. Mais moi, je vous dis qu'on reste un peu professionnel. Okay. Donc, on ne voudrait pas ici donner de... on ne voudrait pas dire des choses qui seront ramassées à gauche, à droite et tout ça. Non, on reste professionnel. Donc, il y a une équipe qui va descendre sur le terrain pour évaluer. Et quand l'équipe va évaluer, on viendra maintenant nous dire ici avec vous que voilà, les travaux qui ont été effectués sur terrain peuvent varier entre autant ou autant. Donc, quand ce travail sera fait, je crois qu'on va vous communiquer, vous aurez l'information. Le maire a proposé une solution, la réparation de l'erreur, parce que pour lui, il faudra prendre un prêt au niveau de la banque. Il a cité une banque au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous soutenez aussi cette initiative? Ça, ce sont les propositions de l'autorité urbaine. Et si ça ne dépendait que de l'honorable DG? Ça, ce sont ces propositions, mais il y a quand même plusieurs sources, il y a quand même plusieurs pistes des solutions. Et donc là, on ne va pas être très pressé, comme je vous ai dit, parce que là, le travail n'a pas encore pris fin. Tout juste après, il y aura cette équipe qui va descendre et tout. Et je crois qu'il y aura un travail qui va encore peut-être se faire à huis clos pour voir quelles pistes on peut emprunter pour que les travaux puissent vraiment se poursuivre ou qu'il y ait vraiment quelque chose qui va se faire. Donc là, je vais vraiment vous demander de garder votre mal en patience parce que l'Assemblée provinciale avec son président honorable Michel Kaboué, nous sommes en train de travailler et il y aura des solutions qui seront proposées et je crois que la population de l'Ikassi peut encore rêver à avoir un arrêt central moderne comme on le voit sous notre yeux. Honorable, regarde cette caméra et dit à la population de l'Ikassi qu'il y aura des sanctions pour ceux qui ont détourné, s'il y aurait détournement. Oui, mais bon. De ces 300 000 $. Non, la justice doit être faite. Il y a l'entreprise qui a été peut-être de bonne foi, qui a donné ce montant pour un projet d'intérêt commun, d'intérêt communautaire. Donc je pense que après les enquêtes qui seront menées, on va découvrir la vérité, s'il y a réellement. Parce que pour l'instant, on ne peut pas parler de... Je ne voudrais pas que vous puissiez m'amener sur le chemin de parler des détournements. Parce que il y aurait détournement, parce que jusque-là, on ne nous a pas encore confirmé qu'il y a détournement. Mais s'il y a les travaux valent 300 000 $. Mais s'il y a détournement, non. Je pense que voilà, les responsables, les coupables, s'il s'avère que les faits sont vraiment réels avec des preuves à l'appui, donc je pense que les coupables seront quand même inquiétés parce que nous sommes quand même dans un pays de droit, on ne peut pas dilapider autant d'argent comme ça et puis rester calme, non. Donc s'il s'avérait qu'il y a vraiment des preuves vérifiables et tout, donc je pense qu'il y aura quand même des sanctions. Honorable, juste un mot en rapport avec la situation liée à la gestion de la redevance minière au niveau de la ville de l'Ikassi. La population a comme l'impression que c'est seulement l'inspection générale des finances qui a qualité à contrôler les gestionnaires de la redevance minière, pas les élus provinciaux. Pourquoi? Parce qu'on ne vous voit pas descendre pour aller vous assurer l'évaluation des différents projets exécutés dans la ville de l'Ikassi. On ne vous sent pas chercher à contrôler parce que la loi prévoit même que tout doit être à la disposition de la population. Vous êtes le représentant de la population de l'Ikassi. La population a besoin de savoir. Logiquement, la loi voudrait qu'il y ait la séance de reddition des comptes. Mais ça fait plus de 2 ans ou 3 ans que la population de l'Ikassi n'a jamais été soumise à la séance de la reddition des comptes auprès de cette dernière par rapport à la gestion de la redevance minière. Qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi? Vous êtes les mieux placés pour aider la population, mais il y a un silence. Est-ce qu'il y a une enveloppe réservée aux élus par rapport à la gestion de la redevance minière? Bon, mais monsieur le Trésor, il faudrait quand même dire qu'il y a quand même un sérieux problème, pas seulement chez nous à l'Ikassi, d'une manière générale, dans notre province et même dans notre pays.
Par rapport voilà, au problème que vous êtes en train d'évoquer dans notre ville, dans notre province, par rapport à la gestion de la redevance minière, par rapport aux 0,3% retenus sur les chiffres d'affaires. Si vous dites que nous ne disons rien, par exemple pour les 0,3%, nous avons été sur terrain. Nous avions visité certains travaux qui étaient effectués dans le cadre des 0,3%. Même j'ai été sur terrain. J'ai vu l'honorable David qui est également sur terrain pour visiter certains ouvrages. Tout ça, par ici, ce sont des centres de santé qui sont construits, de l'autre côté morgue et tout ça. Donc il y a quand même certains travaux qui sont faits sur terrain. Je crois, même parmi les recommandations qu'on avait données aux membres de la gestion des 0,3% là, il y a certains ouvrages qu'on visitait. Il n'y a même pas mention pour dire ça c'est dans les cadres de 0,3% et tout. Et ce qui fait un peu une confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, par exemple, certains responsables des ETD qui s'approprient par exemple des ouvrages de 0,3% pour présenter et tout. Et c'était vraiment un flou. Donc, nous sommes en train de travailler, mais nous ne travaillons pas en désordre. Nous avons un canevas de travail, même au niveau de la santé. Nous avons un canevas de travail. Donc, ce n'est pas chaque jour que je peux me lever. Non, je vais aller telle part, je vais aller telle part, je vais aller telle part. Donc, nous avons aussi une ligne de conduite. Et je crois qu'il y a déjà une commission qui a été mise sur pied pour faire le contrôle au sein de ZTD. Et je crois que la ville de Likasi ne sera pas épargnée. Il n'y a pas seulement les inspecteurs de l'IGF qui doivent faire le contrôle. Je vous ai dit tout au début de l'émission, parmi les missions des parlementaires, d'un député, il y a également la mission de contrôler. Contrôler comment, quand et où, c'est ça. Donc, c'est pas qu'on se réveille directement, je dois aller telle part, je dois aller telle part et tout ça. Nous sommes en pleine session et je crois que les vacances parlementaires sont en train de venir. Hormis cela, je crois qu'il y a une commission qui a été mise sur pied pour vraiment contrôler les ETD par rapport à la redevance minière dans la province du Haut-Katanga. Ce n'est pas seulement la ville de Likasi qui a des problèmes, c'est un peu partout. Et je crois que le travail sera fait, que la population soit un peu patiente. Aujourd'hui, on peut vous poursuivre même pour de faits que vous avez eu à commettre quand vous étiez en train de gérer la chose publique. On ne peut pas gérer la chose publique comme on gère sa maison, non. Et même si vous n'êtes pas là, on peut vous poursuivre. Aujourd'hui, dans ce pays, qui pouvait croire qu'on pouvait poursuivre un premier ministre, un ancien premier ministre, qui n'est plus en fonction. Donc ça veut dire ceux qui sont en train de gérer les ETD ne puissent pas se prendre comme, je ne sais pas moi, de rois, de reines et tout ça, et qu'après, il n'y aura plus de traces. Non, non. Même après, on peut toujours vous poursuivre. Et quand on vous poursuit, dans notre pays, vous en serez plus que vous risquez de tout perdre. Donc, ici pour nous, l'occasion de conscientiser encore ceux qui ont la charge de gérer vraiment la chose publique. Ce n'est pas seulement un privilège, mais beaucoup plus une responsabilité. Parce que vous devez rendre compte de ce que vous gérez. Tout franc congolais qui sort doit être justifié. Et je crois que ce travail sera fait et à la population d'être seulement un peu patient. Un cas particulier pour la ville de Likasi, les inspecteurs de l'IGF sont venus dans la commune de Chitoro, ont visité plusieurs chantiers et certains avaient déjà été inaugurés par l'ancien bourgmestre Placide Kissoko Lavoulambois, mais l'actuel bourgmestre a amené ses inspecteurs visiter ces mêmes chantiers déjà ou ces mêmes projets déjà matérialisés, inaugurés déjà et qui fonctionnent comme il se doit. La question posée, on nous répond que Placide Kissoko a laissé des éléphants blancs. Pourquoi? Parce que plusieurs patrimoines n'avaient pas les documents de l'État. Il fallait doter tous ces patrimoines des documents de l'État pour le faire appartenir à l'État congolais. Et ceci prouve que c'est parce que vous ne faites pas les contrôles qu'on laisse ces éléphants blancs de l'État congolais.
Je ne voudrais pas entrer dans ces détails, monsieur Trésor Montou, parce que déjà quand vous parlez de l'ancien bourgmestre, quand l'ancien bourgmestre était là, nous n'étions pas là en tant que député, il y avait d'autres élus les contrôles s'est fait a posteriori qui avaient certainement fait leur travail et nous avons commencé. Nous sommes en train de faire aussi notre travail. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ces polémiques parce qu'on n'a même pas encore eu, ça c'est ce que nous entendons peut-être de vous journalistes, nous entendons peut-être dans les réseaux sociaux et tout, mais nous on ne voudrait pas s'élancer peut-être dans émettre un commentaire quelconque comme tout le monde sans éléments probants et tout. Et ce que je peux vous promettre, c'est que laissez-nous le temps où nous puissions voir le travail qui sera fait par l'équipe mise déjà sur pied. On va voir le travail qui sera fait, a été fait. Certainement, il y a ce principe de continuité et tout, mais on devra savoir qu'est-ce qui a été fait, à quelle période, qu'est-ce qui est fait maintenant, on a dépensé combien et tout. Donc voilà. Mais il y a aussi un autre problème sur l'ICASI, toujours par rapport à la gestion de la dotation. Cette fois-là, c'est la dotation de 0,3% des chiffres d'affaires. Dans les manuels de procédure, il est dit que parmi les 12 membres qui composent des organismes spécialisés dans le cadre de la gestion de la dotation de 0,3%, il y a 2 représentants de l'autorité municipale. Et ça crée déjà un conflit entre les bourgmestres et la mairie de l'ICASI. Qui est l'autorité municipale? Ça crée déjà un conflit. Et je crois qu'il y a une réunion qui a été organisée à l'ICASI. Il y a ma suppléante d'ailleurs qui a participé à cette réunion et qui nous a fait part des plaintes des bourgmestres. Et je crois qu'on a entendu leurs plaintes. Ce n'est pas des choses qu'on va résoudre devant la caméra. Pour l'instant, l'équipe est en train de travailler. Mais qui est d'abord l'autorité municipale? Non, mais je ne voudrais pas. Vous savez qui est l'autorité municipale. Moi, je ne voudrais pas entrer là-dedans. Donc, je pense que le travail est en train d'être fait. On ne voudrait pas ici dévoiler directement ce qui est fait, mais que les bourgmestres qui nous ont saisis pour ces plaintes, ces inquiétudes, doivent également prendre leur mal en patience parce que on a entendu les bourgmestres, on devra voir aussi avec l'autorité urbaine et voir comment est-ce qu'on peut mettre toutes les deux parties ensemble et trouver des solutions. Bon, les plaintes des bourgmestres sont fondées, ils sont dans leur droit de se plaindre justement parce que quand on réalise aussi des ouvrages dans votre commune et que vous n'êtes pas saisi, vous ne savez pas ce qui se passe et tout ça, et vous voyez directement un bâtiment poussé, vous voyez des projets par-ci par-là, vous n'êtes pas associé, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est tout à fait normal parce que c'est dans leur municipalité, c'est tout à fait normal. Donc leur plainte est quand même fondée, c'est légitime, mais je pense qu'on est en train de travailler sur ça et bientôt là on va mettre toutes les parties pour voir comment trouver des solutions. Les problèmes de l'ICASien seront gérés par les l'ICASien et on trouvera des solutions. Là où il y a des problèmes, on va tout ça, mais il y a toujours un moyen de trouver une solution et voir comment avancer. Ce qui nous permet déjà d'aborder les questions politiques. Pourquoi? Parce que c'est la dernière thématique d'ailleurs par rapport aux questions d'actualité sociopolitique au pays. Une récente sortie médiatique a été faite par la personne de Martin Fayulu Madidi. Récemment, il s'est adressé bien évidemment à Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les appeler à un sursaut patriotique, question de stopper la guerre qui mine la partie est du pays. Il est allé plus loin jusqu'à solliciter une rencontre avec les chefs de l'État. Comment vous avez trouvé cette sortie? Il faudrait dire que sont quand même pendant cette période où voilà, les chefs de l'État se battent pour mettre fin à cette guerre à l'est de notre pays. Et aujourd'hui, voir certaines personnes, certaines personnalités politiques comme le compatriote Martin Fayulu s'est levé pour lancer ce genre de messages. Moi personnellement, je félicite notre compatriote parce qu'il est revenu à la raison. Il est quand même revenu à la raison. Et pendant cette période, en tant que compatriote, on doit comprendre qu'on n'a que ces pays, on n'a que la RDC, on n'a que ces beaux pays.
On n'en a pas d'autres. Et donc, pendant cette période, je crois qu'on devrait mettre nos intérêts égoïstes de côté et voir d'abord la souffrance de nos compatriotes à l'est de notre pays et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour cette guerre. Aujourd'hui, la RDC est attaquée et tout le monde, aujourd'hui, tout le monde peut comprendre et peut citer ouvertement le Rwanda en tant qu'agresseur, bien sûr avec d'autres puissances extérieures. Et donc, moi, je félicite en tout cas le compatriote Martin Fayulu parce qu'il est revenu à la raison et c'est une bonne chose. Et son message d'approcher le président Félix Tshisekedi pour apporter son soutien, c'est qu'il y a également une bonne chose parce qu'actuellement nous avons besoin de tout le monde, le président a besoin de tout le monde, il a toujours dit, et d'ailleurs il est dit toujours lors de ses discours, il est dit toujours, donc il a besoin de tout le monde, tous ceux qui ont l'amour de la patrie, tous ceux qui pensent servir encore ce pays, tous ceux qui peuvent encore faire quelque chose pour ce pays. Je crois que le président a toujours été ouvert et il a toujours tendu la main à tous ceux qui peuvent servir le pays. Mais on l'accuse déjà de trahir la prise de répression. Ben, écoutez, moi ça m'étonne, quand le pays est attaqué, on va parler opposition majorité. Monsieur le Trésor, ceux qui sont tués à l'est de notre pays, sont-ils de l'opposition? Sont-ils de la majorité? Quand on peut compter le nombre de gens qui sont tués, même dans vos informations, est-ce que vous dites qu'on a tué autant et ensemble, on a tué autant de l'UDPS? Mais c'est inconcevable. Donc pendant cette période, je pense que tout compatriote devrait d'abord enlever cette idée de la tête pour dire que je suis de l'opposition, je suis de la majorité. Ce qui nous unit d'abord pour l'instant, c'est notre pays, c'est notre Congo. Et nous devons avoir de la compassion envers toutes ces personnes qui sont en train de mourir à l'est de notre pays. Mais honorable, est-ce que vous avez conscience que c'est l'arrogance des l'UDPS qui a lié le pays à aujourd'hui? Le pays est où, monsieur le Trésor? Les pays est où? Voilà. Non, mais dites-moi, précisez-moi, dites-moi. Et vous ne savez pas qu'il y a une partie qui n'est pas contrôlée par le chef de l'État? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si seulement c'est l'UDPS qui gère le pays, pourquoi le chef de l'État ne fait pas une descente à Goma pour assister les victimes de la guerre? Est-ce que la guerre a commencé avec l'UDPS? La guerre n'a pas commencé avec l'UDPS. Mais c'est l'UDPS qui amène le pays presque vers la balkanisation. Non, mais je suis en train de vous répondre. Cette guerre date de longtemps. Près de 3 décennies. Donc ce n'est pas l'UDPS. Mais la situation s'est embrasée avec l'UDPS. Non, vous savez, moi je félicite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, mais ceux qui ont géré peut-être le pays avant, ceux qui pouvaient gérer la guerre, mais comment est-ce qu'on gérait? Ça finissait par des passages, ça finissait par certains accords. Mais aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne veut pas ça. L'armée, notre armée, était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et il y a un grand travail que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué. Et le président lui-même, il le dit, cette guerre, on ne va pas la finir comme les autres pouvaient le faire. On ne va pas la finir. Donc si on veut finir cette guerre, c'est une fois pour toutes. Et je félicite vraiment la diplomatie agissante. Mais il a accepté de négocier avec le M23. Je félicite, non, mais sans brassage, et mixage. Bon, jusque-là, même si vous dites qu'il a accepté de négocier, jusque-là, qu'est-ce qui a été fait? Avec le M23, qu'est-ce qui a été fait? Mais qu'est-ce qui a été fait? Quelle résolution a été prise? Donc, je pense qu'on devra mettre un peu de l'eau dans les vents et donner beaucoup plus de chance à notre président parce qu'on voit quand même les résultats sur terrain. Aujourd'hui, c'est grâce à cette diplomatie agissante que tout le monde, dans le monde entier, on peut pointer du doigt le Rwanda. Qui pouvait pointer du doigt le Rwanda comme étant pays agresseur? Mais aujourd'hui, c'est le contraire sur terrain parce que c'est lui qui dirige le M23 à l'Est et c'est plus le Rwanda. Aujourd'hui, monsieur le Trésor,
Aujourd'hui, c'est grâce à la diplomatie agissante de notre président de la République qu'on peut même prendre des sanctions contre les pays agresseurs. Je crois que ça, c'est quand même un grand pas et il faudrait vraiment féliciter la bravoure, le courage de notre président de la République. Et tous, en tant que compatriotes, nous devons être derrière lui pour l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Parce que l'ennemi n'aime pas ça. Mais nous, en tant que compatriotes, nous devons l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. 099 389 33 24 pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, vous pouvez nous écrire, poser vos questions, vos suggestions et autres à l'honorable député provincial élu d'Elikassi que nous avons sur ces plateaux via ces numéros de contact qu'on venait d'étayer pour ceux qui nous suivent du côté de la radio bien sûr. Donc aujourd'hui, on a comme l'impression que la vitesse avec laquelle le chef de l'État a accepté de recevoir Martin Fayulu prouve la déception et comment dire l'isolement du président de la République. Il se sentait seul et il avait besoin d'un bras séculier et Martin Fayulu s'est profité. Monsieur le Président Montou, dès son premier mandat, le chef de l'État a toujours tendu la main à tous ceux qui voudraient servir ce pays. Même s'il pouvait dire qui peut m'interdire de changer la Constitution. Non, mais qui peut lui interdire personne? Donc le chef de l'État a toujours tendu la main à tous ceux qui ont l'amour du pays, à ceux qui veulent servir le pays. Bon, il y en a qui n'ont pas accepté. Bon, c'est dans leur droit. Et il y en a qui ont voulu faire l'opposition républicaine. Bon, voilà, nous sommes dans un pays démocratique, c'est tout à fait dans leur droit. Mais on dit qu'il n'est pas un interlocuteur fiable. Mais aujourd'hui, quand un compatriote comme Martin Fayulu manifeste la volonté d'approcher le chef de l'État, nous l'encourageons, nous disons c'est une bonne chose. Si Martin Fayulu peut servir encore notre pays, s'il peut encore être utile à notre pays, aux côtés du chef de l'État, bon voilà. Mais la vitesse d'acceptation prouve le désespoir. Non, mais quel désespoir? Désespoir face à quoi? Parce que le président, il a travaillé, quand je parle de la diplomatie, agissant par exemple, Martin Fayulu n'était pas là pour qu'on puisse parler des désespoirs. Désespoir par rapport à quoi? Parce que nous voyons le fruit. Désespoir par rapport à quoi? Parce personne n'accepte la main tendue du chef. Nous voyons quand même les résultats. Personne n'accepte la main tendue du chef. Non, mais déjà, ça vient de commencer. Un seul des compatriotes Martin Fayulu, attendons voir ce qui va se passer demain, après-demain. Donc, ne soyez pas pressés, Monsieur le Président Montou. Est-ce que vous êtes consciente que votre mandat, pour vous, UDPS, est un échec? Tous les espoirs portés sur votre parti politique, parce que tout le monde, vous avez fait rêver la population avec l'UDPS. Pour la population, l'UDPS au pouvoir, tout allait changer. Les progrès, les bonheurs allaient arriver. Le paradis tant promis à la population, aujourd'hui, est-ce que la réalité? Mais quand vous parlez de l'échec, c'est l'échec par rapport à quoi? C'est l'échec par rapport à quoi, Monsieur le Président? Vous êtes honorable, vous représentez la population. Écoutez. Vous échangez avec cette population. Est-ce que vous pensez que la population est satisfaite de votre mandat? Monsieur le Président, vous savez, notre pays il est tellement vaste à tel point que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer. Ah, qu'il est devenu vaste les jours où il dépêche à le pouvoir. Écoutez, il y avait un système, ok, le président avait parlé de déboulonner le système. Donc, il y a tellement un système qui avait été établi, ancré, tout ça enraciné, et il fallait y aller petit à petit pour le faire. C'est pas que le président il est en train de fournir tous les efforts du monde pour quand même essayer de changer les choses. Aujourd'hui, vous accusez UDPS. Mais hier, vous aviez par exemple, un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, le Congo se retrouve avec un budget de 16 milliards. Mais c'est grâce à qui? La réalité se fait. Il y a déjà ça. Il y a plusieurs défis lancés et tout ça. Aujourd'hui, on peut parler de la gratuité des enseignements, bien que, dans certains points, il y a encore des difficultés et tout, mais c'est déjà un pas. Aujourd'hui, si les militaires, même ceux qui partent en guerre là-bas, s'ils peuvent avoir des primes, c'est déjà quelque chose.
Si les autres membres des familles des militaires, des policiers, tout ça, ils peuvent être pris en charge sur les plans médicaux et tout ça, c'est déjà quelque chose. Si les salaires des enseignants peut-être améliorés, on a ajouté quelque chose, mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà les avancées. Et les chefs de l'État, il est là, il a donné une vision globale, et chaque membre du gouvernement, dans ce qui les concerne, dans les secteurs qui les concernent, essaie d'améliorer ce qu'il peut améliorer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on n'a rien fait. On a fait quelque chose, mais beaucoup reste encore à faire et on est en train de travailler. Donc accordez-nous encore la chance, on travaille. Est-ce que Martin Fayulu est le prochain Premier ministre? Comment je le saurais, monsieur Trésor Moutou, son nom est cité presque au sein de votre famille politique. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui choisit son ministre. Et donc, si j'étais dans les secrets de l'État, je vous le dirais, ben voilà, le chef a dit, mais ben voilà. C'est les chefs qui décident. C'est les chefs qui décident. Si aujourd'hui, les chefs trouvent que Martin Fayulu peut lui être utile en tant que Premier ministre, ben voilà, nous allons l'accompagner. Nous allons l'accompagner, pourvu qu'il soit vraiment utile au pays et qu'il puisse vraiment apporter tout ce qu'il a comme potentialité, tout ce qu'il a comme compétence au service de notre pays. Et à quand le gouvernement d'union nationale? Monsieur Trésor, vous avez déjà mené les consultations, Monsieur ça fait Trésor Moutou, c'est les chefs qui décident. Oui. Et je crois que quand ça sera prêt, on sera informés tous. Est-ce que les changements de la Constitution est encore d'actualité? Changement de la Constitution ou révision de la Constitution, vous savez, à un certain moment, quand quand il y a la guerre chez les voisins, quand les bandits attaquent le voisin, vous ne serez pas là seulement en train peut-être de fêter et tout, vous serez obligé de compatir avec le voisin. Parce que si vous croisez les bras, demain, ça peut être chez vous. Et donc, je crois que les changements de la Constitution, c'est quelque chose qui préoccupe au plus haut point tous les Congolais. Et c'est quelque chose qui concerne tous les Congolais. Et ben voilà, selon les schémas, soit on devra passer par les référendums et tout ça. Et ça concerne tous les Congolais, a le droit de s'exprimer par rapport à cette question. Mais comment est-ce qu'à ce jour, on va parler encore de cette question pendant que nos compatriotes des Goma sont en train de pleurer? Et donc, je pense que c'est important d'abord qu'on puisse se focaliser, finir définitivement cette histoire de guerre à l'est de notre pays. Et là, on pourra maintenant voir comment est-ce que toucher également à certaines questions qui sont beaucoup plus importantes également, parce que c'est important les changements de la Au regard de la guerre à l'Est, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va quitter le pouvoir en 2022 ou bien il y aura une transition? Vous êtes journaliste, vous avez suivi avec moi que la CENI avait même publié le calendrier électoral pour 2028 et tout. Donc jusque-là, je ne vois pas encore quelque chose qui peut empêcher de quitter le pouvoir en 2022. Je ne vois pas quelque chose qui peut peut-être empêcher la tenue des élections, mais bon, attendons voir. Donc, nous attendons, nous ne voulons pas précipiter les choses. Attendons voir et je crois que certainement on se retrouvera encore ici pour parler s'il faudrait ou pas. S'il vous était demandé de prodiguer un conseil par rapport à votre appréciation de la gestion du pays par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, un conseil à Félix Tshisekedi pour changer les narratifs sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déjà en train de faire ce qu'il faut faire pour notre pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa diplomatie qui a payé et qui continue à payer. Aujourd'hui, notre pays se retrouve parmi les membres non permanents des États-Unis. Aujourd'hui, on peut entendre la voix de la RDC au travers tout le monde. Donc ça veut dire que notre président est en train de travailler. Et donc moi je pense que nous devons l'encourager
Nous devons tous, en tant que compatriotes, être derrière lui pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il s'y prend déjà bien. Au début, il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre et tout. Et au début, il y a certains Congolais qui voulaient aller par la force, par la guerre et tout. Mais il a tenu à sa position de la diplomatie et aujourd'hui, ça paye. Donc, déjà, il fait très bien son travail et nous, en tant qu'élus, nous, en tant que population, nous devons lui apporter notre soutien et c'est ça que nous sommes en train de faire, donc nous sommes derrière lui. Avant de poser la toute dernière question, une question à laquelle vous attendez, que j'ai pu poser, mais j'ai failli le faire, vous y répondez. Monsieur le Président, mon tour, vous, quand vous posez des questions, vous avez, je ne sais pas moi, une panoplie de questions, donc je ne vois même pas une question que vous ne m'avez pas posée parce que vous touchez à tout. Et je pense que vous m'avez même posé au-delà. Je m'attendais peut-être à 5 questions, mais je crois que vous êtes sur le délai du tombé à Mungu et le délai de kusaidia pour que tukopaka na nguvu tena na ile courage ya kufanya kazi nzuri vile mnapenda. Asante sana. Merci, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission face à face sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais également à la direction des programmes de la Centrale Radio-Télévision pour nous avoir donné l'opportunité. Pourquoi pas dire merci à l'honorable Ejicha Sorel pour avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.